On s'est rassemblés aujourd'hui parce que ça fait 2 ans qu'il y a eu un drame dans la Manche le 24 novembre 2021 où 27 personnes ont perdu la vie et 4 autres personnes ont disparu. C'était important pour nous de se rassembler à nouveau 2 ans après pour toutes ces personnes décédées ce jour-là, mais aussi pour penser à toutes les personnes qui sont décédées depuis et avant. Il y a maintenant plus de 386 personnes qui sont décédées à la frontière franco-britannique depuis 1999 et les chiffres continuent d'augmenter, les morts continuent de se multiplier. Donc c'était important pour nous de prendre ce temps-là respectueux en pensant aux proches, aux familles qui ne sont pas sur place et pour prendre ce temps de mémoire et de penser à eux tous. Faut-il encore rappeler les propos de Marc Benassi, le directeur du CROSS en novembre 2021, qui, à propos des 2 survivants du naufrage qui ont témoigné des circonstances du naufrage, a déclaré sincèrement le Donoc sur la mort. No comment. Ces dernières semaines, à Calais et dans la région, ont été catastrophiques. Il y a 10 jours, au moins 2 personnes sont mortes noyées à 1 kilomètre à peine de la plage d'Equian, dans le Pas-de-Calais. Vendredi 17 novembre, 2 personnes de nationalité turque sont mortes après avoir été percutées sur la rocade portuaire de Calais. Le 13 novembre dernier, Mohamed, un homme soudanais âgé de 22 ans, est mort suite à une agression au couteau à Calais. Au moins 22 personnes exilées sont mortes depuis le 1er janvier 2023. 22 personnes. À Calais et dans la région. Cette frontière a tué et continue de tuer. Notre association Tous Migrants dénonce depuis 7 ans la politique illégale, illégitime, discriminatoire, dangereuse et barbare des gouvernements français et européens. Politique responsable de la mort de milliers de personnes en Méditerranée, de centaines de personnes à la frontière franco-britannique, de dizaines de personnes dans les Alpes. C'est pour honorer les victimes de cette politique criminelle que nous sommes ici. C'est pour lutter pour le respect des droits et de la dignité que nous agissons. Je voudrais insister ce soir sur le terme de barbare, caractéristique de cette politique qui nous rapproche le plus entre ce que vous vivez ici et ce que nous vivons à Briançon. C'est alors sans doute le caractère le plus lourd de conséquences pour nos sociétés de la politique anti-migratoire de nos gouvernements européens. Pourquoi parlons-nous de barbarie ? Parce que tendre des guet-apens, traquer les personnes exilées dans les montagnes comme des bêtes sauvages et dangereuses, c'est de la barbarie. Contraindre ces personnes à survivre dans la rue et dans des terrains vagues, dans le dénuement le plus complet, leur refuser l'accès à un toit et même à l'eau potable, comme à Briançon, à Paris, à Calais, c'est de la barbarie. Refouler systématiquement les personnes, parfois en les humiliant, déchirer leurs papiers et leurs maigres affaires, démonter les campements de fortune en permanence, c'est de la barbarie. Cette politique barbare qui tente de déshumaniser les personnes exilées alimente la xénophobie et le racisme. Elle constitue, comme l'histoire l'a trop souvent montré, un préalable aux pires exactions, depuis les ratonnades jusqu'au génocide. Cette politique barbare est aussi favorisée par un discours insidieux, du genre « on ne peut pas accueillir toute la misère du monde », comme si ces personnes qui fuient la misère étaient cette misère. Gabon, bonsoir à tous. Au Pays Basque, on est 10 groupes locaux rattachés à la fédération Etorkinekin Diakité. Etorkinekin, ça veut dire avec les exilés. La Bidachoa, c'est la rivière qui sépare nos frontières. 9 personnes ont trouvé la mort depuis 2021. Si cela ne suffisait pas, nous avons été confrontés à plusieurs reprises depuis ces derniers mois à des gardes à vue, à des perquisitions, donc des bénévoles, des militants, des personnes de la société civile. Aujourd'hui, les exilés arrivent à passer la frontière. La frontière franchie, c'est une véritable chasse à l'exilé qui s'organise pour leur empêcher d'arriver jusqu'au centre de transit à Bayonne.
Les droits à la frontière sont bafoués. C'est tous ensemble que nous parviendrons à faire infléchir cette politique ignoble, à faire vaciller cette Europe forteresse. Je suis Mélissa Camara, je suis candidate écologiste aux européennes et je suis venue ici parce qu'en fait, toutes les semaines, il y a des gens qui meurent à nos frontières, dans nos mers et dans l'indifférence la plus totale et ça ne peut plus durer. On a mis des murs à nos frontières, on a externalisé nos frontières au niveau européen et en fait je suis là pour porter une politique migratoire qui ne tue plus mais qui soit basée sur la solidarité et sur les droits humains. Ils étaient cœurs battants, tapis au creux des dunes, prêts à risquer leur vie pour gagner l'Angleterre. Transis et plein d'espoir, compagnons d'infortune, cherchant une oasis après tant de désert. Des cupides passeurs, sans foi et sans scrupules, leur vendirent à prix d'or un esquif de misère. Ils savaient le danger, ces fourbes, ces crapules, les conduire à la mort n'était pas leur affaire. Enfin, ils embarquèrent avec la peur au ventre, la mer les effrayait comme ils avaient raison. Ils laissaient sans regret leurs bivouacs et leurs tentes, avec le rêve d'enfin avoir une maison. Le radeau sombra, peu importe la cause, et qu'ils se retrouvèrent démunis à la mer, s'accrochant aux espoirs quand le froid ankylose, appelant les secours qui n'en avaient que faire. Imaginez les cris, les pleurs et les prières de tous ces naufragés oubliés en chemin, de ces pauvres humains, toutes nos sœurs, tous nos frères, s'apprêtant à mourir en se tenant la main. Guetteurs incompétents, assassins de service, j'espère que vous avez peine à vous endormir. Songez que ces enfants pouvaient être vos fils. N'aviez-vous donc pas honte à les laisser périr? Songez à la détresse des femmes au pays, sachant la mort horrible qui brisa leur amour. Ni oubli, ni pardon, mais comprendre à tout prix pourquoi ils ont péri sans le moindre secours. Ahmad, Silvan, Halia, Mohamed, Shawali, Twana, Niyat, Tahana, Moubin, Hassan, comment on n'oublie pas Gaza, Brian, Mariam, Fikir, Babal, Denise, Mohamed, Zaniyar, Ilimda, Hasti, Chaka, on n'oublie pas Tayyar, Meron, Muslim, Mayan, Harem, Shtiwan, Shik, Mohamed et Rezwan, on n'oublie pas, on n'oublie pas. La nuit du 23 novembre 2021, j'ai perdu ma grande sœur, Kajao,
et ses 3 enfants qui tentaient de traverser la Manche. Je me nomme Mohamed, je suis né en 1987 au Kurdistan d'Irak. Ma sœur Kaja, elle est née en 1975 dans notre ville, à Kalar, non loin de la frontière iranienne. Comme de nombreuses personnes de notre région, notre famille a été bouleversée par des événements politiques les dernières décennies. Une fois déplacée par le régime de Saddam, ma famille a été placée dans un camp d'internement. En 1991, la guerre éclate de nouveau en Irak et une insurrection a lieu au Kurdistan. De peur de la répression du régime ba'athiste, ma famille décide de fuir en Iran. Nous nous établissons alors dans un camp de réfugiés où nous resterons plus de 10 ans. Nous vivons une vie modeste. Mon père est ouvrier. En 1998, ma sœur se marie dans le camp avec un homme, lui aussi réfugié, dénommé Rezgar Hossein. L'année suivante, leur première fille naît. Pour gagner son pain, ma sœur travaille dans les champs. Ma grande sœur Kajal est forte de caractère. C'est la plus forte de mes 7 sœurs et la plus active aussi. Elle donne de l'énergie à la famille et a beaucoup d'humour. Je suis très proche d'elle. Kajal est sociable et rend souvent visite à ses amis. Elle a bon goût et participe à la décoration dans les maisons du voisinage. Ça met de la vie dans notre camp de réfugiés. En 2002, avec son mari, elle retourne au Kurdistan d'Irak. En 2005 naît son 2e enfant, un garçon. Elle trouve aussi un nouvel emploi, comme assistante de médecin. Sa petite famille n'est pas très riche, mais ce qu'elle souhaite avant tout, c'est que ses enfants puissent être en bonne santé et étudier de manière à se réaliser et devenir ce qu'ils souhaitent. En 2014, son 3e enfant naît, une petite fille. La même année, avec son mari, ils réunissent assez d'argent pour construire leur propre maison. Cette petite maison constitue leur unique fortune. En 2021, ma sœur dispute avec son mari. C'est décidé. Ils vont partir pour l'Europe. Mais pour le moment, seule ma sœur et ses enfants partent. Il faut que quelqu'un paye le passeur. Son mari décide donc de rester pour continuer à travailler et à envoyer de l'argent à sa femme. Dans la foulée, ils vendent leur petite maison pour réunir les fonds nécessaires. Cette même année, sa plus grande fille, ma nièce, vient d'être acceptée à l'université. Mais sa mère lui dit « Si Dieu veut, tu continueras tes études en Angleterre. » Son fils, lui, a 17 ans. Il aime beaucoup conduire et souvent, avec son père, nous partons dans l'arrière-pays pour le laisser prendre le volant. La petite dernière, quant à elle, est douce et affective. Elle a 7 ans. On la trouve toujours près des jambes de son père. Cette année-là donc, Kajal et ses 3 enfants, avec une famille de notre ville, se rendent en Turquie par avion. Ils y restent un mois. Par bateau, ils atteignent l'Italie clandestinement. À son arrivée, dans chaque ville, ma sœur m'appelle par WhatsApp pour me rassurer et me raconte son périple. Je sens la peur dans sa voix et le danger qui est partout. Elle m'explique comment le petit bateau surchargé d'hommes a pris 2 jours pour gagner l'Italie. En Italie, son fils attrape le corona. Ils sont placés en quarantaine pendant 1 mois et séparés de l'autre famille avec laquelle ils sont partis. Cette famille atteindra l'Angleterre quelques semaines plus tard. Après la quarantaine, ma sœur et ses enfants partent pour la France avec 6 autres Kurdes irakiens rencontrés dans le camp. Ils gagnent ensuite Calais et tentent par 3 fois de se rendre en Angleterre avec un bateau gonflable. Mais c'est un échec. La 4e fois, nous sommes la nuit du 23 au 24 novembre 2021. Tous embarquent, mais en route, le bateau se perce et le rend jusqu'à faire couler l'embarcation. Jusqu'à l'aube, ma sœur est toujours en vie et les membres du bateau tentent de joindre la police française. Mais les secours n'arriveront jamais. Ils meurent finalement de froid dans cette mer inconnue. Ma grande sœur souhaitait avoir une vie meilleure, pour elle et ses enfants. En Angleterre, en Europe, peu importe. Mais le destin n'a continué qu'au cimetière de leur petite ville d'Irak. Il n'y a pas une nuit
depuis ces 2 années où elle n'occupe mes pensées. Avant de dormir, son image, sa voix me reviennent, à elle et ses enfants. J'entends son rire, je vois son sourire avant de reprendre mes esprits. Ce que je souhaite aujourd'hui, c'est d'être apaisée. J'aimerais que la justice établisse la vérité sur ce naufrage. Pour Kajal, pour Aidia, Mobin, Ashtin et tant d'autres. On vous invite maintenant à faire une minute de silence.